Bienvenue au podcast de DiaCoach avec une communauté positive qui discute, qui papote, mais qui discute de quoi? Du diabète traité à l'insuline. Bonjour et bienvenue à notre 8e Facebook Live podcast. Je suis Nathalie, patiente experte pour les diabétiques traités à l'insuline. Nous sommes en direct, vous pouvez dès à présent nous faire un petit coucou dans les commentaires ou poser vos questions. Après un arrêt pendant ces drôles de vacances, pour ceux qui ont connu les codes couleurs vert, orange, rouge, nous reprenons nos Facebook Live avec notre invitée aujourd'hui, Natacha et Catherine. Bonjour Natacha, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Natacha Brouon, j'ai 41 ans. Je suis diabétique depuis 10 ans maintenant. Et je suis mariée, on a 3 enfants. En plus de ça, je m'occupe beaucoup. J'ai des activités en plus, volleyball, chorale, je fais de la batterie. Et je suis instructeur auto-école depuis aussi 10 ans maintenant. Donc un petit peu en même temps ? Comment oui, est-ce que oui, tu ça peux... oui, en même temps. Oui, ça a commencé. Est-ce que tu étais diabétique avant d'avoir ton métier ou c'est arrivé un peu après ? Non, en fait, j'ai commencé en tant que diabète de grossesse, oui. On va dire. Oui. Et après la naissance de mon deuxième enfant, c'est resté. Et en faisant des analyses, on a vu au fait que c'était un type 1. Et donc, c'était plus ou moins en même temps. D'accord. Donc, de la naissance de mon deuxième enfant et diabète et changement de carrière et tout ça. Donc, tu as connu les deux, un gros stress finalement. Les deux en même temps, ça a dû être un petit peu compliqué. Non, je vais pas dire que d'apprendre des diabétiques, j'étais stressée parce que mon père étant diabétique depuis très longtemps, je me doutais bien que l'un de nous ou mes frères ou sœurs allait l'avoir et c'est tombé sur moi. Donc voilà, j'étais pas plus stressée que ça. C'était un petit peu, ça faisait un coup au moral, mais... T'étais pas dans l'inconnu. Non, voilà. C'était pas de l'inconnu. Je vois qu'on vit très bien avec le diabète. Voilà, donc pour moi, c'était pas... Je veux dire, c'était plus un soulagement de savoir que c'était un diabète type 1 que de me dire est-ce que je vais encore l'avoir à la prochaine grossesse, etc. D'accord. Okay. Au moins, j'étais fixée, quoi. D'accord. Alors, nous avons aujourd'hui avec nous Catherine. Catherine, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, donc bonjour. Je donne un coup de main à Nathalie dans DiaCoach et aujourd'hui, je suis présente pour relayer vos questions. Voilà, elle va en fait nous aider et relayer dans les commentaires vos questions, comme ça me soulage un petit peu pour pouvoir être un peu plus efficace. Je voulais te demander un petit peu, est-ce que tu peux expliquer depuis combien de temps mais tu m'as dit 10 ans ton métier. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées en tant que conductrice d'abord diabétique ? Donc, quand tu as eu ton diabète, tu es devenue en même temps, tu as eu ton métier, mais tu es devenue aussi une conductrice diabétique. Donc, en mettant un petit peu ton métier de côté, en tant que conductrice diabétique, quelles difficultés tu as rencontrées ? Alors, j'avais donc mon permis bien avant d'être diabétique. En tant que conductrice diabétique, c'est vrai que parfois, comme tout le monde, on a des petits coups de mou, et on a besoin de se contrôler, manger un petit truc, au besoin même s'arrêter. Moi, en tant qu'instructeur, ça m'arrive en effet de me contrôler régulièrement quand je sens vers 11h, 11h30 midi que ça va moins bien. Et alors, je mange un petit peu. J'ai même déjà fait arrêter mes élèves à des stations-service parce que j'avais besoin de manger, j'avais rien avec moi. Maintenant, pour ce qui est de mon travail, le plus gros souci, c'est la sélection médicale. Ok, tu peux un petit peu... il faut dire que les personnes qui font métier chauffeur dans les transports sont soumis à une sélection médicale qui est donc maintenant notée sur le permis avec le code, je ne sais plus lequel, je le savais, mais donc ils sont 103, enfin bon, tout est avec des codes maintenant. Des codes, oui. 103 ou 102. Oui, voilà, et donc ils sont soumis à une sélection médicale qui doivent repasser tous les 5 ans par la médecine du travail. Mais... Oui, alors ça c'est pour les personnes en bonne santé. Voilà. Quand on est en bonne santé, on passe tous les 5 ans et il faut juste un test des yeux et le médecin vérifie votre poids, tout ce qu'on fait normalement et c'est bon. Et on est reparti pour 5 ans. Les diabétiques, eux, c'est maximum 3 ans et il faut avoir un document de son endocrinologue, un petit résumé mais très court, qui dit qu'on est apte à la conduite. Et plus une prise de sang, puisqu'on n'est jamais sûr sur le médecin lequel on tombe, l'un demande l'une chose, l'autre l'autre, donc il faut vraiment avoir prise de sang, papier du diabétologue, et alors pareil, ophtalmologue, comme tout le monde,
Et alors, c'est le médecin du travail qui, sur un petit aperçu de vous voir pendant 10 minutes, décide si oui ou non vous êtes apte pour encore 3 bonnes années de conduite et de donner cours. Alors, il faut chaque fois payer, bien sûr. C'est ce que j'allais dire. Ah oui, bien sûr. Vivant avec mon compagnon moniteur d'auto-école, je sais que c'est payant cette sélection médicale. Voilà, c'est payant. Alors, comme on en a déjà discuté un petit peu sur le site, pour une personne non diabétique qui change son permis, c'est gratuit, hein, vous ne devrez pas payer. Par contre, pour les chauffeurs professionnels, on doit chaque fois payer son permis. Et donc, en plus de la sélection médicale, j'ai fait un petit calcul. Sur 50 ans de carrière, on va dire, hein, si je commence à 20 ans, je termine autour des 70. Sur 50 ans de carrière, une personne en bonne santé qui est chauffeur de camion ou n'importe quoi, va devoir changer 5 fois son permis. Ça va lui coûter 125 € plus ou moins. C'est 25 € pour un changement de permis. Moi, en plus des sélections médicales, je vais devoir changer tous les 3 ans. Donc sur 50 ans de conduite, ça me fera plus ou moins 17 changements. 17 fois 25, je suis arrivée à 425 €. Donc je vais devoir payer 3 fois plus qu'un quelqu'un en bonne santé pour pouvoir faire le même travail. Et ça coince un peu, ça me chipote parce que n'importe qui est diabétique peut aller changer son permis. Mon père change son permis tous les 5 ans, comme tout bon diabétique. Et moi, je le change parce que je dois pour mon travail, mais en même temps, plus rapidement qu'un autre parce que je suis diabétique. Mais j'ai pas droit à avoir un gratuit. J'ai déjà demandé 1 sur 2, mais on m'a dit non. Donc je dois quand même tous les payer. Oui. Donc ça, je trouve un peu, très fort, pas honnête, quoi. Oui, on est le pays des négociations en Belgique, mais ça, non. Ça, non. Quand il faut Non. payer, il n'y a pas moyen. Si on peut gagner de l'argent quelque part, ils le feront. Et comme j'ai lu hier, quelqu'un qui avait dû changer son permis et qui a dû payer, normalement, à la commune, oui, ça, on va en parler un peu plus tard dans les procédures, parce que je pense que c'est pas très clair. Non, c'est pas clair. Pour tout le monde, et que c'est un peu... pas très clair. Oui. Il n'y a pas d'autre mot. Je voudrais juste un petit peu revenir... voilà, puisque vraiment tu es une professionnelle, voilà, et dedans, on sait que les procédures actuellement sont différentes en fonction des régions, et que c'est extrêmement compliqué d'une région à l'autre pour les candidats qui veulent passer leur permis. Est-ce que tu peux faire un rapide résumé? Bon, je sais que c'est très compliqué en fonction des régions. On va juste effleurer la question. De toute façon, nous, on a préparé un dossier que vous pourrez télécharger gratuitement, où on vous mettra les liens en fonction des régions pour être certain voilà, que vous êtes dans le bon chemin avec les procédures. Alors, on va prendre la région bruxelloise. Quelles sont les procédures actuellement pour passer la théorie et pour passer la pratique? Alors, pour la théorie, à Bruxelles, voilà, il faut passer un examen théorique. Et dans cet examen théorique, il y a une partie premier secours qui doit être suivie. Si je ne me trompe, il y a une partie sur ordinateur à faire soi-même. Oui, je confirme, puis, à la Croix-Rouge. Et puis après, 3 heures normalement sur ordinateur et 3 heures à la Croix-Rouge. À l'auto-école. Non ? À la Croix-Rouge. À la Croix-Rouge, oui, mais c'est donné par quelqu'un de la Croix-Rouge. Voilà. Ça ne peut pas être un instructeur, ça doit être quelqu'un de la Croix-Rouge. Ok. Et puis vous avez le choix évidemment de faire filière libre ou auto-école. Il me semble qu'il y a aussi un roadbook à remplir pour la filière libre à Bruxelles. En tout cas, c'est comme ça. Oui, et alors il y a le test de perception des risques aussi. Oui, mais il faut le faire dans le bon ordre. Hein. Oui, c'est ça qui est compliqué. Oui. D'abord, réussir son examen théorique. Si vous le faites en filière libre, vous devez aller sur le site de n'importe quelle auto-école, ou du GOCA, ou d'autosécurité. Et les parents qui vont être guides doivent suivre une formation, enfin c'est théorique, hein, parce que c'est juste des choses à lire aussi, une formation, ça s'appelle un e-learning, et après cette formation, ils reçoivent un document comme quoi ils l'ont fait. Donc ce sont juste des informations sur le code de la route, hein, remettre à niveau certaines choses. Et ce e-learning est très important parce qu'à partir de là, il va falloir compter les kilomètres que vous roulez. Et alors, vous devez noter dans un roadbook les kilomètres. Et vous devez avoir minimum 1500 km avant de pouvoir passer votre examen pratique. Et ensuite, en effet, il y a un test de perception des risques à effectuer. Ce sont 5 petites vidéos aussi au centre examen et il faut trouver les risques. Attention, à Bruxelles ou en Wallonie, il y a 2 centres d'examen différents qui n'ont pas les mêmes tests et il ne faut pas y aller avec la même option, avec le même état d'esprit. Donc il faut bien se renseigner dans quel centre vous allez et comment c'est fait. Je suis larguée. Oui. Ici, je m'en doute bien. J'ai ici Yves Gervis qui dit que le roadbook à Bruxelles a été abrogé. Oh chouette, j'en sais rien. En tout cas, en Wallonie, c'est Merci toujours... Yves.
En Wallonie, c'est toujours comme ça. Donc en effet, Bruxelles, je ne connais pas beaucoup parce que moi, je suis à Louvain-la-Neuve. Mais donc à Louvain-la-Neuve, c'est comme ça. Il faut absolument que les parents suivent un e-learning, puis on note le roadbook, les kilomètres dans un roadbook, à imprimer aussi sur Internet. Et puis il faut faire le test de perception des risques. Et quand ça c'est fait, on peut s'inscrire à l'examen pratique. Pour chaque échec, vous devez chaque fois passer par la case auto-école. Donc je vous conseille d'être bien préparé et de ne pas aller trop vite dans n'importe quel test. Oui, il faut dire que je suis complètement larguée. Moi j'étais secrétaire d'auto-école il y a 4 ans, je ne comprends plus rien. Voilà, je ne comprends plus rien, je trouve ça extrêmement compliqué, je plains les futurs candidats, mais il y a moyen de trouver les informations, il ne faut pas aller trop vite. En fonction des régions et passer, je sais qu'à un moment donné avec cette histoire de Croix-Rouge, les gens se sont inscrits pour faire le BEPS de 12 heures pensant que c'était valable, c'est pas nécessaire, donc informez-vous bien. Oui, parce que par exemple des étudiants en médecine, leurs études n'est pas suffisant. Or que, apparemment, enfin, ils savent plus que quelqu'un d'autre, mais ce ne serait pas suffisant pour la théorie, donc il faut bien s'informer. Et alors aussi pour le test de perception des risques, par exemple, en chaque région, c'est différent. À Bruxelles, je crois que c'est le jour même de l'examen, et si vous échouez, vous ne partez pas à l'examen pratique. En Flandre, c'est le jour même aussi de l'examen pratique, mais si vous l'échouez, on ne vous le dit pas, vous partez quand même rouler. En Wallonie, c'est séparé, c'est un examen avant, donc ça n'a rien à voir avec l'examen pratique. Donc voilà, donc c'est vraiment compliqué. Il faut bien s'informer par rapport à votre région et rester dans votre région. N'allez pas chipoter de l'une à l'autre, parce que la théorie de la Wallonie n'est pas valable à Bruxelles. Oui. Donc il faut faire attention par rapport à tout ça. C'est assez compliqué. Oui. En résumé, quand nous sommes étudiants et que l'on doit passer notre permis, on le passe normalement, si bien le théorique que le pratique, et c'est seulement par après qu'il y a une procédure à suivre en tant que diabétique. Alors là, on va y venir justement, parce que bon, c'est quand même un petit peu le sujet d'aujourd'hui, que j'ai même pas présenté en début, j'ai oublié, c'est pas grave. Justement, au niveau de ce qu'il faut faire et des obligations, il faut savoir qu'il y a une loi qui est passée en 2002, il y a eu une évolution par rapport à la loi. Et donc, maintenant, pour pouvoir, attention, obtenir son permis définitif, parce que je pense que quand on demande le provisoire, il n'y a rien d'autre à faire que, si je ne me trompe pas, apporter sa carte d'identité, une photo, et alors l'attestation de l'auto-école. Hein, comme quoi on a fait les heures... Centre examen. Pour le permis provisoire, parce que ça, il y a beaucoup de gens qui confondent. Ils pensent que le certificat d'aptitude par rapport au diabète, il faut déjà l'apporter au permis provisoire. Non. Là, tu me confirmes que non. Non, si vous roulez en filière libre, il faut juste la carte d'identité, une photo, il faut qu'il y ait les parents aussi, ou un des deux parents, votre guide, et la réussite de l'examen théorique du centre examen. D'accord. On ne passe pas nécessairement par l'auto-école. Hein. Là, on ne parle pas de diabète. Non. Ok, c'est à l'étape suivante, c'est à la demande du permis définitif. Oui. Voilà, parce que ça, je sais que c'était une question qui est revenue sur le groupe. Et là, à la demande à la commune, il faut savoir que c'est que la commune qui délivre le permis. Il faut apporter son permis provisoire, carte d'identité, photo... et le fameux certificat d'aptitude. Non, il faut surtout la réussite au centre d'examen aussi. Et la réussite du centre d'examen. Et alors, si vous êtes, si vous voulez pour être chauffeur professionnel, il faut un certificat d'aptitude. Si vous êtes n'importe qui, les autres personnes qui roulent, vous devez apporter un document de votre endocrinologue qui satisfait, qui dit voilà, vous êtes apte pour la conduite, point barre. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec un certificat d'aptitude. Ça, c'est vraiment pour les chauffeurs professionnels. Ça n'a rien à voir. Si, parce que ce nom, le certificat qu'on doit apporter, rempli par le médecin ou l'endocrinologue, s'appelle aussi un certificat d'aptitude. Voilà, c'est simplement la dénomination. Oui, c'est le nom, voilà. Mais c'est un document que lui écrit quand vous allez chez lui. En fait, c'est un document qui est téléchargeable, que eux possèdent aussi chez eux, mais qui est téléchargeable aussi sur le site www.diabète-be, qui est le site de l'association du diabète. Vous pouvez retrouver les deux certificats
qu'on appelle pour le groupe 1, qu'on va dire qui est monsieur et madame tout le monde, et le groupe 2 qui est plus pour les professionnels. Oui. Par rapport à ça, il faut savoir aussi que pour les détenteurs de ceux qui ont eu un permis avant et qui n'étaient pas diabétiques, ils doivent, vis-à-vis de la loi, normalement faire transformer leur permis aussi. Oui, alors maintenant les permis à vie, comme on dit, sous le format carte d'identité, vont de toute façon être renouvelés tous les 10 ans. Pour que votre Comme photo, la carte d'identité. Pour que votre photo soit la bonne, évidemment. Hein, et puis ça fait rentrer de l'argent à la commune. Mais vous ne devez rien faire pour ça. C'est pas, vous devez pas. Il n'y a rien de spécifique. Il ne faut pas repasser un permis ou autre parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui disent je vais devoir passer un examen. Non, non, ça, c'est simplement, voilà, on renouvelle votre permis tous les 10 ans. C'est à vie, mais tous les 10 ans. Et j'ai oublié la question. C'est pas grave. Je demandais en fait pour les personnes qui ont un permis. Par exemple, moi j'ai encore le papier rose. Et vu la loi qui est passée au moniteur, et comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi, je suis dans l'obligation d'aller faire transformer mon permis. Je l'ai dit correctement? C'est très joli. Ah oui, mais de toute façon... Parce que chaque fois, j'ai l'art de me planter quand il faut faire des citations. C'est terrible. Donc, il y a Vincent qui se marre à l'avance. Vous ne le voyez pas, mais il rigole. Et donc, je l'ai bien dit, je le répéterai plus tard. J'espère que ce sera dit correctement. Donc, on est censé aller faire transformer notre permis avec ce fameux certificat d'aptitude donné soit par le médecin généraliste, ça dépend des traitements, à l'insuline, médicaments, etc., ou l'endocrinologue. Oui, c'est ça. C'était ça ma question. C'est ça. Et alors, par contre, ce sera valable que 5 ans. Donc alors, les diabétiques, tous les 5 ans, vont devoir... vous allez régulièrement chez votre médecin, votre endocrinologue, donc vous aurez tous les 5 ans besoin de ce certificat pour aller changer votre permis. En tant que diabétique, c'est gratuit. Normalement, vous ne devez pas payer pour changer votre permis. Monsieur et madame tout le monde, oui, ils devront payer tous les 10 ans pour leur permis. Ça, c'est comme ça. Et les chauffeurs professionnels doivent payer aussi, évidemment. Oui. Et attention, pour 2032, tout le monde doit passer sous le format carte d'identité. Vous allez tous devoir, à un moment donné, vous libérer de ce petit papier rose, de toute façon. Oh là là, ça va être dur. Il faudra une photo adaptée. Oh, ça, moi, je vais avoir dur. Mais bon... J'ai, grâce à Alexandra, qu'on a lancé un sondage hier, un peu comme ça, on s'est dit, tiens, en fait, on voudrait savoir qui a transformé son permis ou qui a un permis, en somme, déclaré son diabète. Et le dernier résultat que j'ai regardé ce matin, on est arrivé à 66 votes, dont 41 n'ont pas déclaré leur diabète et 25 l'ont déclaré. Alors, est-ce que c'est discriminatoire? Comment est-ce qu'on peut le prendre? S'il y a des personnes qui veulent commenter et voilà, poser des questions, c'est le moment. Hein, Catherine. Oui. J'ai Dominique Van Lackers qui demande justement quelles sont les conséquences si l'on n'a pas renouvelé son permis et sitôt si l'on ne stipule pas que l'on est diabétique. Alors, j'ai noté dans mes notes, les conséquences sont, en cas d'accident, vous êtes soumis à une amende parce que vous roulez avec un permis, tu m'arrêtes si c'est pas correct, un permis non valable, et donc ça va de 200 € à 2000 € d'amende, mais ça peut aller jusqu'à un emprisonnement de 8 jours à 2 ans. Et non. Un retrait de permis aussi. Oui, non, ce sera plutôt une déchéance. Oui. Donc le juge va prononcer une déchéance, il va vous dire que vous ne pouvez plus conduire, ou alors à titre définitif, ou alors entre 8 jours à 5 ans. Pour la prison, ça, je ne... Voilà, ça c'est l'info, on a eu un avocat, nous. Ok, parce que... Voilà, par rapport au droit pénal et civil, voilà, mais qui concerne en fait le fait d'avoir un permis non valable. Oui. Pas spécifiquement à ce problème, c'est de rouler avec un permis non valable. Voilà. Mais voilà. Pour aller comme petite anecdote, je donne des cours de conduite, mais j'ai déjà eu des personnes avec des grands handicaps, en chaise roulante par exemple, qui apprenaient à conduire aussi. Ben, eux, si par exemple, j'ai une fois une jeune fille qui est venue, qui a dit, voilà, j'ai mon permis provisoire pour rouler avec un guide. Mais comment tu l'as eu? Parce que, enfin, tu n'as pas tes jambes, donc tu peux pas rouler avec un permis provisoire normal comme tout le monde. Tu dois avoir un permis adapté selon le handicap, la voiture et tout.
Ah oui, la commune m'a donné ça. Oui, mais c'est pas juste, hein, c'est un faux. Si tu as un accident et que tu montres ça, c'est un faux permis parce qu'il n'est pas adapté à ton handicap. Donc il faut se dire, voilà, je suis pas comme tout le monde, j'ai une maladie, ceci ou cela, ou un handicap, mon permis est adapté. Et alors à ce moment-là, on est dans notre droit. Parce qu'on peut rouler en étant en chaise roulante, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, il y a plusieurs personnes. Oui, mais avec des adaptations, avec un permis sur lequel ce sera noté que voilà, il y a des adaptations. Et alors, voilà, en cas d'accident ou quoi que ce soit, on est assuré parce que c'est noté, on le sait, tout est en règle. Par contre, s'il aurait une personne qui a eu un accident, qui a plus l'usage de ses deux jambes, et on a adapté la voiture, mais il garde son permis originel. Tout à fait. Mais en cas d'accident, on va voir, mais votre permis est un permis standard, mais vous n'avez plus qu'une jambe, votre voiture est adaptée, mais vous n'avez rien changé à votre permis. Oui, donc là, c'est là que les problèmes commencent. Voilà, on pense, surtout, moi je pense toujours à ça comme exemple, voilà, quelqu'un en chaise roulante, après un accident, mais il ne peut plus rouler avec son permis comme il est. Il doit avoir cette adaptation. Et nous, malheureusement, c'est pareil. Je sais que ça ne se voit pas à notre extérieur qu'on est diabétique, ou qu'on serait épileptique ou autre chose, mais il faut adapter, voilà, il faut suivre les règles, comme tu as dit, hein, on ne doit pas ignorer la loi. Hein. Oui, nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, tu peux le replacer. Oui, je vais m'en imprégner. Ici, j'ai plusieurs réactions, notamment Nico SBG qui dit que jamais au grand jamais, aucun de mes diabétologues ne m'a informé ou proposé de faire un quelconque papier d'attestation de déclaration, et pourtant, j'ai changé de diabéto 3 fois. Oui, alors ça c'était une question aussi qu'on s'est un peu posée. Est-ce que c'est au moniteur d'informer toutes ces procédures ? Est-ce que c'est au médecin ? C'est un peu le flou total et je me rends compte qu'il y a très très peu de personnes finalement qui ont la bonne information. Oui. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on parlait de discrimination, c'est un gros débat. C'est vrai que moi ça me dérange. Je trouve que c'est discriminatoire parce qu'on a un code alors. On a un code derrière le permis. Et quand on va par exemple, on cherche du boulot et que l'employeur qui est un petit peu au courant voit qu'il y a un code, même s'il ne sait pas ce que ça veut dire ce code, mais pourrait se poser des questions en disant comment ça se fait que cette personne a un code, je l'écarte et je prends quelqu'un qui n'a pas de code. Je trouve qu'il y a un côté discriminatoire. Pour moi, ça ne devrait pas apparaître sur le permis. Même si sur le permis, on ne met pas que vous êtes diabétique. Hein, ça, je vous rassure, c'est un chiffre. Hein. Mais voilà, moi, ça me dérange ce côté discriminatoire. Mais bon, il faut savoir qu'au niveau de l'assurance, on en parlera un peu plus tard si on a encore le temps, il y a un manque d'informations à ce sujet. Est-ce que c'est au moniteur d'expliquer ça ? Mais le problème, c'est que, voilà, en tant qu'instructeur, on voit voilà, des centaines de personnes. Si on doit, à chaque inscription, enfin pour la secrétaire, dans ce cas-là, à chaque fois dire, alors si vous êtes diabétique, ceci, si vous êtes épileptique, cela, si vous avez des problèmes cardiaques, cela, on n'en sort pas, parce que tout est assez spécifique. Donc, en effet, pour moi, je pense que c'est mon médecin de famille qui m'en avait parlé. J'ai aussi changé 2 fois d'endocrinologue. Voilà, je pense que c'est moi qui avais abordé le sujet, mais pour moi c'est le médecin qui doit se dire voilà, avec votre maladie, n'oubliez pas qu'il faut penser aux trucs légaux comme ceci, cela, permis, parce que nous on voit passer tellement de gens, c'est pas à nous de leur demander à l'auto-école, en soi on ne doit pas leur demander leur maladie, voilà, ils sont là pour apprendre à conduire, ça n'a rien à voir avec quelques maladies qu'ils aient, ils peuvent venir. Oui, votre boulot c'est apprendre à conduire. Mais si eux posent la question, on veut bien répondre si on a la réponse, mais généralement ils posent pas de questions. Non, et beaucoup de moniteurs ne sont pas diabétiques et ne connaissent pas la problématique de faire transformer ce permis. J'ai perdu le fil de mon idée aussi, dis donc. Tu vois, ça n'arrive pas qu'à toi. Je voulais rebondir par rapport à ça. Voilà, c'est un petit peu pour ça qu'on fait ce Facebook Live, pour informer. Vous retrouvez aussi toutes les informations dans le dossier qu'on est occupé à finaliser, qui sera téléchargeable gratuitement. Au niveau des assurances, on s'est un petit peu renseigné. C'est un peu le flou total aussi. C'est ce qu'on a constaté, hein, Alexandra, que c'est un peu... ça dépend beaucoup des assurances. Il y a des assurances qui disent écoutez, nous on s'occupe pas de ça, c'est à la commune que vous devez le déclarer et avoir un permis en ordre. D'autres assurances demandent quand même une copie, comme ça ils sont au courant et on l'a une trace voilà. Et on l'a déclaré. Et alors on a constaté que d'autres assurances renvoient carrément chez leur médecin conseil pour passer un examen. Donc là, je dirais encore une fois, renseignez-vous bien. On ne peut pas vous donner de détails précis là-dessus
en disant qu'est-ce qui est obligatoire ou pas obligatoire. Voilà, renseignez-vous, mais ce dont on est sûr, que ce n'est pas une raison pour augmenter la prime. Non, mon papa, il a fait ça, il a juste envoyé un mail recommandé, enfin une lettre recommandée en disant voilà, je suis devenu diabétique et c'est tout, il n'y a rien qui a changé. Maintenant, je ne sais pas vous dire quelle assurance, je ne lui ai pas demandé, mais ça n'a pas changé sa prime ni rien. Voilà, mais il a juste fait savoir, c'est dans le dossier, pour lui, il est en ordre. Voilà, dites-vous bien aussi que voilà, l'assurance ne va pas se retourner sur le fait que vous ayez menti pour quelque chose, l'assurance va se retourner parce que vous avez un permis qui n'est pas en ordre. Et ça, oui. Voilà, il y a des sanctions pénales et civiles. Tout à fait. Donc en gros, il faut obligatoirement déclarer son permis à la commune parce que c'est écrit dans la loi, oui. Mais il n'est pas obligatoire de se déclarer auprès de l'assureur. Voilà. Or que ça pourrait être lourd de conséquences en cas d'accident. Voilà. Si on tombe sur un assureur qui est plutôt minutieux. Voilà, voilà. Ça c'est pour clôturer sur l'assurance. Ce que je voulais encore te demander, qui est intéressant à savoir, moi je pense que c'est intéressant que le futur candidat qui veut apprendre à rouler dise quand même à son moniteur qu'il est diabétique. Alors c'est clair que, voilà, moi je trouvais ça intéressant de savoir parce que si lui ne se sent pas bien et qu'il n'ose pas le dire, lui ou elle, moi je ne sais pas le sucer de mon pouce. Voilà, s'il n'a pas un capteur visible avec des manches courtes, d'un freestyle par exemple, je ne saurais pas savoir qu'il est diabétique. Donc voilà, il y a des élèves qui ne se sentent pas bien ou qui sont moins bien, qui roulent moins bien. Ben, moi je vais simplement dire, bon, tu as l'air un peu endormi, fais un effort. Peut-être que l'élève, il est en train de se battre contre son hypoglycémie et que je ne sais pas. Donc c'est clair que si vous avez l'un ou l'autre souci, vous n'êtes pas bien ou vous avez une petite maladie qui pourrait vous gêner, ben, il faut le dire. Les gens qui sont un peu sourds, ils me le disent. Ils me le disent, j'entends vraiment pas bien, il faut parler plus fort du côté droit. Ah ben ok, je m'adapte. D'autres, c'est je connais pas ma gauche, ma droite, ben voilà, je m'adapte, quoi. Donc voilà, il faut le dire. En tout cas, moi en tant qu'instructeur, j'aimerais bien le savoir parce que je serais plus attentive aussi, sachant les difficultés que c'est pour un diabétique parfois en hypo de... Voilà, il faut être rapide, quoi. Oui. Faut avoir à boire, à manger, quelque chose. Oui. En tant que monitrice et conductrice, est-ce que tu as quelques petites astuces ou recommandations que tu pourrais donner aux futurs candidats ou tout simplement aux conducteurs comme nous, dans la vie de tous les jours? Je pense qu'on est déjà assez drillé pour se contrôler généralement avant de prendre le volant, surtout sur des longues trajectoires, sur des longues distances. Quand on part en vacances, je pense qu'on le fait régulièrement, de se scanner ou se contrôler au doigt. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut faire. Et toujours avoir, il faudrait toujours avoir du sucre avec soi, hein, que ce soit en boisson ou autre. C'est que je peux être honnête et je peux le dire, j'ai pas toujours quelque chose avec moi. Donc voilà, ça m'arrive parfois de m'arrêter à une station-service et d'aller acheter du jus d'orange ou des bonbons. Et voilà, l'élève, il doit bien se dire, tiens, celle-là, elle coupe mon cours pour aller chercher à manger. Bon, généralement, je leur dis. Comme ça, voilà, ils savent que c'était nécessaire. Mais donc, en effet, voilà, vous prenez la route, il faut vous contrôler régulièrement. Et si ça ne va pas, on s'arrête. Hein. C'est pas grave, hein. On aura un quart d'heure de retard, tant pis, hein, sur notre trajet, mais on s'arrête, on se sucre, et puis voilà. Ok. Moi, je trouve que c'est important de le dire aussi, qu'il ne faut pas hésiter de le dire au moniteur. Par contre, le jour de l'examen, si vous passez avec votre moniteur, ben voilà, il le sait, c'est pas obligatoire de le dire à l'examinateur. Mais le fait que le moniteur le sait, déjà, ça va vous rassurer. Et voilà, et ça se passera d'autant mieux le jour de l'examen. Alors, il faut savoir que c'est pas parce qu'on roule avec une certaine personne pendant 20-30 heures qu'on a cette personne-là à l'examen. Oui. Donc souvent, on a un instructeur qu'on ne connaît pas, ni d'Ève ni d'Adam. Donc c'est dur d'aller lui dire salut, moi je suis diabétique, donc si jamais. Donc généralement, on se tait, et c'est vrai qu'avec le stress, ça augmente les glycémies. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le dire, hein. Vous pouvez si ça vous rassure. Par contre, je ne sais pas si dans ton auto-école c'est le cas, mais dans certaines auto-écoles, si je ne me trompe pas, vous avez tous des jours d'examen. C'est correct? On devrait. Zut. Oh, chez mon compagnon, c'est comme ça. Il a un jour attitré où il va au centre d'examen. Par exemple, il va tous les mardis matins. Oui. Donc l'élève peut demander d'avoir son moniteur le jour de l'examen. Ça, il faut le savoir aussi. Oui, bien sûr. Mais ça ne change rien, c'est juste une question d'organisation. Vous devrez peut-être attendre un peu plus longtemps pour qu'il y ait une place libre et qu'il soit libre ce jour-là, mais ça vaut la peine de passer avec son moniteur. Oui, maintenant, si c'est comme moi et que je travaille
pas en temps plein hein, comme mes collègues. Mes horaires ne sont pas toujours compatibles avec les examens qui commencent parfois à 7 h du matin. Moi, à 7 h, je m'occupe des enfants, donc je ne suis pas là. Donc j'ai rarement des examens. Donc les élèves qui ont cours avec moi, je leur dis généralement, ce ne sera pas avec moi, ou alors il faut attendre plusieurs mois qu'on puisse caler ça quelque part. Maintenant, attention, hein, toujours avec la période qu'on a pour le moment, l'attente est énorme pour les cours et énorme pour les examens. Donc pour ceux qui écoutent et qui voudraient passer au mois de janvier, février, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, hein, parce que l'attente est énorme. Hein. On n'a plus d'examen en filière libre en Wallonie avant janvier. Hein. Donc, c'est vrai qu'avec le Covid, il y a eu un arrêt de 3 mois et maintenant il y a un engorgement. Forcément, tous ceux qui devaient passer doivent passer, plus les nouveaux. Et donc, voilà, il y a... Maintenant, les permis ont été prolongés jusqu'au 31 décembre. Officieusement, ça pourrait encore s'allonger, mais on ne sait pas. Je pense qu'on a fait... on pourra encore parler longtemps sur ce sujet. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions comme ça. Voilà, toutes les questions, on y a répondu. Il ressort beaucoup de commentaires qui disent que c'est clairement discriminatoire, cette modalité. Bon, malheureusement, il faut faire avec. Hein. Je crois que... Avec la période qu'on connaît maintenant, tout ça est très lourd, mais bon, voilà, on est, comme je vais le redire, hein, c'est trop beau, nulle n'est censé ignorer la loi. Voilà. C'est beau. Hein. Bon, alors voilà, on est à la fin, mais vous avez la possibilité de revoir le replay sur Facebook, YouTube, mais aussi d'écouter la version podcast pour les personnes qui aiment bien cette version-là. Vous pouvez continuer à mettre des commentaires dans les publications, on les relayera à Natacha, on y répondra. Vous trouverez tous les liens sur le site www.diacoach.be. Et je vais terminer en disant un grand merci à Natacha d'être venue et d'avoir partagé en tout cas ton métier, d'avoir un peu parlé... relayer l'information. Merci à Catherine d'avoir été présente pour son premier. Quand tu veux. Et Vincent qui est à la technique, qu'on ne voit pas. Mais je voudrais aussi remercier les relecteurs pour le dossier, Pascal, Yves, Catherine qui a fait ce dossier, qu'on va le finaliser au plus vite, pour que vous ayez toutes les informations disponibles. Merci à Alexandra sur le groupe diabétique type 1 Belgique qui a fait le sondage, qui est très intéressant. Voilà, c'est clair qu'on n'est pas là pour faire la morale ou pour dénoncer. Chacun est libre de choisir ce qu'il fait avec son permis de conduire, mais au moins c'est en connaissance de cause et vous avez l'information. Voilà, je vous souhaite encore un bon dimanche. Le Facebook Live prochain sera consacré au Bubble. Catherine va tester le Bubble pendant plus ou moins un mois et on reviendra avec un retour sur le Bubble. Si vous avez des idées où vous dites tiens j'aimerais bien qu'on aborde tel ou tel sujet, n'hésitez pas à faire des commentaires dans les publications de Diacoach ou sur le groupe d'Alexandra. Voilà, et à bientôt et à bientôt. Et bonne journée. Voilà, au revoir.